Les narcissiques sont des prédateurs d'énergie. Ils ne te frapperont pas essentiellement, mais ils déchireront ton esprit. Ils ne t'enferment pas entre quatre murs, mais ils t'emprisonnent dans un labyrinthe de culpabilité, de confusion et d'autotromperie. Ils sont les architectes du mensonge, les designers de l'épuisement émotionnel, et le pire de tout. Si tu ne sais pas comment jouer leur jeu, tu deviens leur marionnette sans même t'en rendre compte. Mais voici l'astuce. Tu n'as pas besoin de te battre avec eux, tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'une guerre ouverte, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. La véritable torture pour un narcissique n'est pas l'affrontement, mais l'indifférence calculée. C'est leur montrer sans un seul mot qu'ils ont perdu le pouvoir sur toi. Et ce n'est pas seulement s'éloigner. Non, c'est leur arracher la nourriture émotionnelle dont ils dépendent, c'est leur enlever le contrôle sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit à ce sujet. Imagine un feu sans oxygène. Peu importe à quel point il a été intense, si tu lui retires ce qui le maintient allumé, il s'éteint. C'est ainsi que tu détruis un narcissique. Pas avec la colère, sans explication, mais avec une stratégie froide, consciente et dévastatrice. Si tu as déjà senti que quelqu'un t'a réduit, a joué avec ton esprit, a tordu la réalité jusqu'à te faire douter de qui tu es, c'est ton occasion de changer les règles. Aujourd'hui, tu apprendras comment démonter un narcissique sans effort, comment le désarmer sans lever le petit doigt, et le plus important, comment devenir intouchable pour eux. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile, ils sentiront le changement, ils le remarqueront, et quand ils se rendront compte qu'ils ne contrôlent plus le récit, ils entreront en crise. Mais c'est là que réside la victoire, quand leur monde s'effondre et que tu es enfin libre. 1. Rends-leur leur poison sans en avaler une seule goutte. Le narcissique est un alchimiste du chaos. Il n'a pas besoin de te toucher, ni de te crier dessus pour déchirer ton esprit, car son véritable pouvoir réside dans quelque chose de beaucoup plus subtil et corrosif, la manipulation de ta perception. Il joue avec tes émotions déformées, tes souvenirs, te fait remettre en question chacune de tes décisions jusqu'à ce que, sans t'en rendre compte, tu ne saches plus si le problème vient de toi ou si tu es réellement pris au piège dans un labyrinthe dont tu ne sortiras jamais. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège, car ils essaient de raisonner avec quelqu'un qui ne voit les relations que comme un jeu de contrôle. Mais là réside sa plus grande faiblesse. Si son jeu dépend de la manipulation de ton esprit, de te faire réagir, alors la seule chose que tu as à faire pour les détruire est de ne rien leur donner de ce qu'ils cherchent. Il ne s'agit pas de discuter avec eux, ni d'essayer de leur faire voir leur erreur, car ils ne le feront jamais. Il ne s'agit pas de leur crier dessus, de les frapper avec leur propre énergie, car cela ne fait que les nourrir. Il ne s'agit pas d'essayer de les sauver, car le narcissique ne veut pas être sauvé, il veut être le maître du récit. Donc, la seule façon de leur rendre leur poison est de les faire ressentir l'impuissance de parler à un mur. Le pouvoir du narcissique meurt au moment où il cesse de trouver des réponses en toi. Peu importe s'il cherche à se battre, à se victimiser ou à t'envelopper dans l'un de ces petits théâtres de culpabilité et de rédemption. Tout son arsenal devient inutile lorsque son poison se heurte à un vide impénétrable. Et cela ne signifie pas simplement les ignorer, cela signifie apprendre à désarmer leur influence sans qu'ils ne se rendent compte de ce que tu fais. Quand ils te provoquent, quand ils essaient de t'envelopper dans leurs mensonges et de te faire subir leur gaslighting, ne réponds pas avec logique ni avec colère. Réponds avec un calme qui les fait douter de leur propre pouvoir. Fais-leur comprendre que leurs paroles n'ont aucun effet sur toi avec des phrases si plates et dépourvues d'émotion qu'elles leur sont insupportables. Si tu le dis, c'est ton opinion. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des armes conçues pour couper à la racine leur influence, car tu ne leur donnes aucun point d'appui pour continuer à te manipuler. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais de ce que tu projettes. Ton langage corporel doit parler plus fort que n'importe quel argument, car le narcissique est un expert pour détecter les fissures dans ton armure. Ne détourne pas le regard, ne montre pas d'inconfort, n'essaie pas de le convaincre de quoi que ce soit.
S'il veut se faire sentir coupable, laisse ses paroles se perdre dans l'air comme si c'était un bruit de fond. S'il veut se mettre en colère, laisse sa colère se heurter à un visage inexpressif qui ne lui donne pas une once de satisfaction. Le silence est le poignard le plus aiguisé que tu peux planter dans l'ego d'un narcissique, car il les confronte à leur plus grande peur, l'insignifiance. Il se voit comme le centre de l'univers. Chaque mot qu'il prononce devrait avoir un impact. Chaque geste devrait générer une réaction. Mais quand il cesse d'avoir du pouvoir sur toi, c'est comme si tu les réduisais à rien. Et cela les consume plus que toute vengeance. Mais il ne suffit pas de résister. Tu dois comprendre que le narcissique ne se retire pas sans combattre. Quand il remarque que ces tactiques ne fonctionnent plus, il essaiera de nouvelles façons de te piéger, il cherchera une dernière carte, un nouvel angle pour te faire réagir. Et c'est là que tu dois rester plus ferme que jamais. Car si tu tombes, même un peu, dans son jeu, tu lui auras rendu son pouvoir, et tout le travail que tu as fait pour te libérer sera vain. Tu dois penser à cela comme à un échiquier psychologique, où le meilleur coup n'est pas d'attaquer, mais de faire en sorte que l'autre n'ait plus d'option. Si le narcissique dépend de ta réaction, alors ne lui en donner aucune signifie le laisser paralysé, sans stratégie, sans contrôle, sans le carburant dont il a besoin pour continuer à intoxiquer ta vie. Quand un narcissique n'a plus d'effet sur toi, il n'a d'autre choix que de chercher une autre source de nourriture émotionnelle. Et quand cela arrive, son pouvoir sur toi se brise pour toujours. Son poison cesse de faire effet, car il n'a jamais réussi à te toucher. Il reste dans sa bouche amère pendant que tu continues à avancer, intact et libre. 2. Fais que sa voix se perde dans ton indifférence. Le narcissique a besoin d'être entendu. Non pas parce qu'il a quelque chose de précieux à dire, mais parce que son identité dépend de la validation des autres. Sa voix est son arme. Avec elle, il manipule, blâme, se victimise ou s'agrandit. Ce qu'il dit n'a pas besoin d'être vrai. Il doit juste provoquer une réaction en toi. Tant que tu continues à répondre, tant que tu continues à te défendre, tant que tu continues à essayer de lui expliquer l'évident, il garde le contrôle. Mais que se passe-t-il quand sa voix cesse d'importer? Quand ses mots deviennent du bruit blanc, un écho qui se perd dans le vide? C'est ici que commence la véritable torture pour un narcissique. Quand ce qu'il dit ne provoque plus rien, quand il ne peut plus te mettre en colère ou te faire sentir coupable, quand son opinion sur toi devient insignifiante, son monde commence à s'effondrer. Parce que le narcissique a besoin d'un public, sans lui, il se noie dans son propre reflet. Il ne s'agit pas de l'ignorer comme s'il n'existait pas. Il s'agit d'écouter sans écouter, d'être présent sans être disponible, de lui faire sentir que tout ce qu'il dit est si insignifiant qu'il ne mérite même pas une vraie réponse. Quand il t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, ne t'épuise pas à prouver ton innocence. Regarde-le simplement comme s'il avait dit quelque chose d'insignifiant et change de sujet sans explication. S'il insiste, réponds avec un calme qui le désespère. C'est ce que tu crois? Intéressant, je comprends. Sans te justifier, sans t'énerver, sans lui donner un seul gramme de la réaction qu'il cherche. S'il essaie de te provoquer avec des insultes ou des mépris, reste ferme dans l'indifférence, comme s'il te parlait dans une autre langue, une que tu ne comprends pas et que tu n'as pas envie de comprendre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une stratégie. C'est lui faire sentir que son pouvoir sur toi n'existe plus, qu'il ne peut plus te toucher, que sa voix n'a pas de poids dans ton monde. Le narcissique ne supporte pas l'irrélevance. Son ego a besoin d'une attention constante. Mais quand chacun de ses mots rencontre un mur d'indifférence, quand sa colère ne reçoit que du calme, quand sa manipulation se heurte à rien, il commence à désespérer. Et c'est là que son masque commence à se fissurer. D'abord, il essaiera d'augmenter l'intensité, cherchera de nouvelles façons de te provoquer, essaiera de crier, de se victimiser, de trouver n'importe quelle faille par laquelle s'infiltrer. Ne le laisse pas faire, reste inébranlable. Parce qu'une fois que tu comprends que sa voix n'a de pouvoir que si tu le lui donnes, tu commences à voir clairement le jeu qu'il essaie de jouer et le piège dans lequel tu tombais auparavant sans t'en rendre compte.
L'objectif n'est pas que le narcissique change, parce qu'il ne le fera pas. L'objectif est qu'il perde le contrôle sur toi, que ses mots n'aient plus d'effet, que tu puisses le regarder dans les yeux pendant qu'il essaie de t'envelopper dans son théâtre et ne rien ressentir. Parce que quand un narcissique se rend compte que sa voix ne t'atteint plus, que son influence a disparu, qu'il a perdu sa capacité à te contrôler sans que tu n'aies bougé le petit doigt, alors pour la première fois de sa vie, il est confronté à quelque chose qu'il ne peut pas manipuler. Et c'est une bataille qu'il ne pourra jamais gagner. 3. Fais rebondir leur manipulation sur leur propre miroir. Certaines personnes ne cherchent pas à comprendre, elles veulent seulement contrôler le récit. Elles ne conversent pas pour parvenir à des accords, mais pour t'entraîner dans leur propre jeu, où elles dictent les règles et tu ne fais que réagir. Elles ne se soucient pas de la vérité. Il leur suffit que tu doutes, que tu te sentes obligé de te défendre contre des accusations absurdes, que tu t'épuises à expliquer l'évident pendant qu'elles se dérobent à toute responsabilité. Elles se nourrissent du conflit, non pas pour le résoudre, mais pour s'assurer que tu sois toujours celui qui reste pris dans la toile de leurs mots. Le problème est que tant que tu essaies de raisonner avec eux, tu restes dans leur jeu. Chaque justification, chaque défense, chaque tentative de leur prouver qu'ils ont tort ne fait que renforcer leur contrôle. Non pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils continuent à avoir ton attention. Ils continuent à te faire participer. Ils continuent à te faire des efforts pour leur répondre. Ce qu'ils cherchent n'est pas la vérité, c'est que tu entres dans leur dynamique, que tu te sentes obligé de jouer selon leurs règles pendant qu'ils manipulent chaque mouvement à leur avantage. Mais tout change lorsque tu cesses de réagir. Lorsque, au lieu d'essayer de les corriger, tu les confrontes à un reflet vide. Lorsque leur tactique ne trouve plus de réponse et que leur contrôle s'évapore dans l'air. Il ne s'agit pas de se battre ni de contre-attaquer, il s'agit de faire en sorte que leur propre manipulation se retourne contre eux jusqu'à ce qu'ils restent pris dans leur propre jeu. Si on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, ne te précipite pas pour prouver ton innocence. Ne panique pas, ne t'épuise pas à essayer de prouver l'évident. Au lieu de cela, laisse leur argument se tenir seul, réponds avec neutralité sans leur donner de quoi travailler. Des phrases comme « si c'est ce que tu crois, c'est bien, c'est ta perception, je n'ai rien de plus à dire à ce sujet » les laissent sans point d'appui. Sans une réponse émotionnelle, sans une justification qu'ils peuvent utiliser à leur avantage, leur tactique commence à s'effondrer. Si elles cherchent à te faire sentir coupable, si elles essaient de t'impliquer dans leur récit pour que tu tombes dans le piège du remords, ne joue pas le rôle qu'elles attendent. Reste ferme, présent, sans te laisser perturber. Ne leur donne pas d'explications, n'essaie pas de les faire comprendre, parce qu'elles ne sont pas intéressées à comprendre. Renvoie-leur simplement leur propre vide. Laisse leurs mots se heurter à un mur inébranlable. La manipulation ne peut pas survivre sans une réponse. Si chaque tentative de t'entraîner dans leur jeu se heurte à une attitude impénétrable, si leur discours perd de l'impact parce qu'elles ne trouvent plus de failles dans ta sécurité, elles sont obligées de reculer. Non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que leur tactique cesse d'être efficace. Si leur contrôle reposait sur le fait de te faire réagir et qu'elles n'y parviennent plus, elles perdent leur influence sur toi. Mais ce n'est pas seulement une question de mots. Le langage corporel est tout aussi important. La façon dont tu te tiens droit, dont tu soutiens le regard sans transmettre de colère ni de soumission, dont tes gestes montrent clairement que leurs tentatives de manipulation n'ont plus de place dans ton esprit, tout cela fait partie de la stratégie. Il ne s'agit pas d'être agressif ni provocateur, mais d'être impénétrable. De projeter une présence ferme, sûre, qui ne laisse pas de place à l'autre pour en profiter. Quand elles comprendront que leurs mots n'ont plus d'effet, elles essaieront de changer de tactique. Elles chercheront de nouvelles façons de te provoquer, essaieront de changer leur approche, feront tout leur possible pour trouver une faille dans ta résistance. Mais si tu restes dans le même calme imperturbable, si tu continues à être ce mur lisse où leurs stratégies rebondissent sans faire d'impact, elles finiront par abandonner. Non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles n'ont pas d'autre choix.
Tu n'as pas besoin de te battre pour te libérer. Tu n'as pas besoin de crier, ni de discuter, ni de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'arrêter d'être manipulable. Arrête de réagir. Arrête de leur permettre d'accéder à ton esprit, à ton énergie, à ton temps. La manipulation ne survit que si elle trouve où se poser. Et quand elle n'y parvient pas, son pouvoir s'effondre, son jeu perd son sens, et tu récupères ce qui a toujours dû être à toi, la capacité de décider ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. 4. Brise leur scénario et laisse-les se noyer dans l'improvisation. Certaines personnes n'interagissent pas avec toi, elles suivent simplement un scénario. Un script répété avec des dialogues calculés et des pièges émotionnels conçus pour te capturer sans que tu t'en rendes compte. Peu importe si la scène est celle de la victime ou du méchant, le but est que tu joues le rôle qu'ils t'ont attribué. Ils ne cherchent pas une relation, ils cherchent le contrôle. Et leur meilleur outil est la répétition, une série de modèles qu'ils exécutent encore et encore, parce qu'ils savent qu'avec le temps, tu t'habitueras à répondre exactement comme ils l'espèrent. Mais toute performance s'effondre lorsque l'autre acteur cesse de suivre le scénario. Le problème n'a jamais été qu'ils soient plus intelligents ou plus forts. Leur véritable pouvoir réside dans la prévisibilité. Ils savent exactement quoi dire pour te faire sentir coupable, comment agir pour te faire douter, quelle réaction provoquer pour que tu entres dans leur jeu. Si tu es accusé, tu te défends. Si on te crie dessus, tu réponds avec colère ou soumission. S'ils se victimisent, tu cours pour calmer la situation. Tout cela, ils l'ont fait avant, de nombreuses fois, avec de nombreuses personnes. C'est une formule qu'ils ont perfectionnée et en laquelle nous avons confiance. Ce qu'ils ne savent pas gérer, c'est l'incertitude. Quand tu changes la réponse, quand tu brises le modèle, quand tu arrêtes de réagir comme ils l'espèrent, leur structure vacille. Ils n'ont pas de plan B, parce qu'ils n'en ont jamais eu besoin. Et quand ils sont forcés d'improviser, c'est là qu'ils commencent à échouer. S'ils te provoquent en attendant une explosion, réponds avec un calme absolu. S'ils te cherchent pour te manipuler avec des larmes et du victimisme, observe-les en silence sans te précipiter pour leur donner ce qu'ils veulent. S'ils t'attaquent avec du sarcasme et du mépris, réponds simplement par un « je n'ai rien à dire à ce sujet » et continue ta vie comme si ce n'était qu'un bruit lointain. Ce qu'ils attendent, c'est une confrontation. Ce qu'ils obtiennent, c'est de l'indifférence. Il ne s'agit pas d'être passif, il s'agit de devenir imprévisible. Arrêter de réagir de manière évidente. Interrompre le modèle avant même qu'il ait l'occasion de se compléter. Ne donne pas à leur ego la satisfaction de continuer leur performance. Laisse-les se perdre dans le vide d'une scène sans direction, dans un jeu où le seul qui continue à jouer est lui. Et voici la partie la plus importante. L'inconfort qu'ils ressentiront n'est pas quelque chose qu'ils peuvent supporter longtemps. Au début, ils essaieront de redoubler d'efforts, chercheront de nouvelles façons de te faire répondre, augmenteront l'intensité du drame. Mais si tu restes ferme, si tu gardes ton calme, si tu ne cèdes pas un centimètre à leurs besoins de contrôle, il viendra un moment où ils seront forcés de reculer. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que tu ne leur laisses pas d'autre choix. Ils ne peuvent pas maintenir la manipulation sans ta participation. Ils ont besoin que tu répondes, que tu entres dans la dynamique, que tu joues le rôle qu'ils ont préparé pour toi. Mais quand tu arrêtes de réagir de la manière attendue, quand leur scénario ne fonctionne plus, ils commencent à perdre le contrôle de la scène. Et c'est là que tu découvres la vérité la plus crue de toutes. Sans leur jeu, ils n'ont rien. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas toi qui as besoin de cette personne, ce sont eux qui ont besoin de toi. Non pas parce qu'ils te valorisent, non pas parce qu'ils te respectent, mais parce que sans quelqu'un à manipuler, leur monde devient un théâtre vide. Laisse-les là, sans applaudissements, sans spectateurs, sans réaction. Et regarde comment ils s'enfoncent sous le poids de leur propre fausseté. 5. Transforme sa manipulation en un écho sans réponse. Les personnes qui vivent du contrôle ont besoin que leurs paroles aient du poids. Ils ne peuvent pas se permettre d'être ignorés, car leur pouvoir dépend de la réaction qu'ils suscitent chez les autres.
Peu importe si c'est de la peur, de la culpabilité, de la colère ou du désespoir, tout ce qui les intéresse, c'est que vous restiez impliqués dans leur jeu, que vous continuiez à répondre, que vous continuiez à leur accorder de l'espace dans votre esprit. Mais que se passe-t-il lorsque leurs paroles ne trouvent plus où atterrir? Lorsque chaque manipulation, chaque provocation, chaque attaque émotionnelle devient un écho vide qui se perd dans le néant. Le contrôle n'existe que si vous l'acceptez, non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que vous tombez dans le piège de répondre, de vous justifier, d'essayer d'expliquer ce qui n'aurait jamais dû être remis en question. Mais une fois que vous réalisez que le problème n'a jamais été ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, mais le pouvoir que vous avez donné à leurs paroles, tout change. Vous n'avez pas besoin de vous battre ou de prouver quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de laisser leur voix perdre de l'impact, de laisser leurs paroles devenir un bruit de fond, sans valeur, sans effet. Et la meilleure façon de le faire est de répondre avec un calme impénétrable, avec des phrases qui ne nourrissent pas le conflit et qui leur font sentir, sans avoir besoin de le dire, qu'ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Si vous essayez de vous faire sentir coupable, répondez par un simple « je comprends » et passez à autre chose. S'ils cherchent à vous entraîner dans une discussion sans fin, brisez le cycle avec un « je ne vais pas continuer avec ça » et arrêtez de parler. Si vous essayez de vous manipuler avec de faux éloges ou des promesses qu'ils ne tiennent jamais, ne tombez pas dans leur piège. Restez simplement ferme et laissez le silence faire le travail pour vous. Parce que voici le secret. Quand un manipulateur se rend compte que ses tactiques ne fonctionnent plus, il est en crise. Ils ne savent pas quoi faire sans un ennemi à affronter, sans quelqu'un pour valider leur comportement par une réponse. Lorsque chaque mot qu'ils lancent rencontre l'indifférence, lorsque leur jeu ne suscite plus d'émotion en vous, ils sont forcés de faire face à quelque chose qu'ils ont évité toute leur vie, leur propre insignifiance. Au début, ils essaieront de vous forcer à réagir. Ils augmenteront l'intensité, essaieront de vous provoquer avec de nouvelles tactiques, chercheront la moindre faille pour revenir. Mais si vous restez ferme, si vous continuez à ne pas leur donner ce qu'ils cherchent, il viendra un moment où ils s'épuiseront. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne peuvent pas soutenir un jeu qui n'a plus d'adversaire. La manipulation ne survit pas dans le vide. Elle a besoin de conflits, elle a besoin de drame. Elle a besoin que l'autre participe à la dynamique. Mais lorsque vous devenez quelqu'un d'insensible à leurs paroles, lorsque leurs attaques ne rencontrent que le silence, lorsque leurs tentatives de contrôle rebondissent contre un mur inébranlable, alors leur influence sur vous s'évapore. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que vous n'êtes plus le même. Et c'est à ce moment-là que vous récupérez complètement votre pouvoir. Non pas avec des discussions, non pas avec des vengeances, mais avec la simple et dévastatrice réalité qu'ils n'ont plus accès à vous. 6. Soit l'énigme qu'ils ne peuvent pas résoudre. Le contrôle est basé sur la prévisibilité. Quand quelqu'un sait exactement comment tu vas réagir, comment tu penses, ce qui te préoccupe, ce qui te fait mal, il a une carte détaillée de chaque point vulnérable dans ton esprit. Il n'a pas besoin de t'attaquer directement. Il suffit d'appuyer sur les bons boutons pour te faire répondre exactement comme il le souhaite. C'est un jeu d'anticipation, un calcul précis de chaque mot et chaque geste, tout conçu pour s'assurer que tu restes sous son influence sans t'en rendre compte. Mais que se passe-t-il quand tu deviens imprévisible? Quand tu arrêtes de réagir comme ils s'y attendent? Quand tes émotions ne sont plus accessibles, quand chaque tentative de manipulation rencontre une réponse qu'ils ne peuvent ni comprendre ni contrôler. À ce moment-là, la personne qui cherchait à jouer avec toi se retrouve face à un mur sans fissure, face à une énigme qu'elle ne peut pas résoudre, et c'est là que son pouvoir sur toi s'effondre. La clé n'est pas de te cacher ou de devenir inaccessible. Il ne s'agit pas de construire des murs et de t'isoler du monde. Il s'agit d'être quelqu'un qui ne laisse pas de traces émotionnelles par lesquelles ils peuvent te suivre. De ne pas leur donner d'informations sur ce que tu penses ou ressens.
de ne pas leur permettre d'accéder aux pièces dont ils ont besoin pour monter leur jeu. Il s'agit de bouger avec calme, avec précision, avec la certitude que la seule personne qui doit te comprendre, c'est toi-même. Si tu étais quelqu'un qui se justifiait avant, arrête de le faire. Si tu cherchais à expliquer ce que tu ressens, garde le silence. Si tu essayais de prouver que tu avais raison, souris simplement et continue d'avancer. Non pas parce que tu n'as pas une position ferme, mais parce que tu ne dois aucune explication à celui qui veut seulement utiliser tes mots contre toi. Le pouvoir d'un manipulateur sur toi s'affaiblit lorsqu'il réalise qu'il ne peut plus anticiper ton prochain mouvement. Quand il voit que ses tentatives de réaction ne fonctionnent pas. Quand ce qui t'affectait avant te laisse maintenant indifférent. Quand son influence, qui semblait auparavant inébranlable, se réduit à rien de plus qu'un murmure lointain. Au début, cela les désoriente. Ils ne comprennent pas comment il est possible que quelqu'un qui tombait dans leur jeu les ignore maintenant simplement. Ils essayeront de nouvelles tactiques, chercheront de nouvelles façons d'entrer dans ton esprit, essaieront de te provoquer de manière qui fonctionnait toujours avant. Mais si tu restes ferme, si tu continues à être cette énigme qu'ils ne peuvent pas déchiffrer, ils commenceront peu à peu à réaliser qu'ils ont perdu le contrôle. Ce n'est pas un changement qui se produit du jour au lendemain. Il faut de la patience, de la constance, une détermination absolue à ne plus jamais être un plateau de jeu pour eux. Mais une fois que tu y arrives, une fois que tu deviens quelqu'un qu'ils ne peuvent ni lire ni manipuler, le jeu est fini pour eux. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que tu n'es plus la personne qu'ils espéraient que tu sois. Être une énigme ne signifie pas être froid ou inaccessible. Cela signifie être quelqu'un qui ne donne pas d'explications inutiles, qui ne laisse pas les autres dicter son état émotionnel, qui ne permet pas que sa paix dépende de la validation de quiconque. Cela signifie bouger avec la certitude que personne d'autre n'a le droit de définir qui tu es ou comment tu devrais te sentir. Quand tu arrives à ce point, quand tu cesses d'être une personne prévisible et manipulable, quelque chose de curieux se produit. Les gens qui essayaient de te contrôler s'éloignent d'eux-mêmes, non pas parce que tu les expulses, mais parce qu'ils ne peuvent plus supporter l'idée de ne pas avoir de pouvoir sur toi. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un qui réagissait à chaque provocation les regarde maintenant sans intérêt. Comment quelqu'un qui cherchait leur approbation ne se donne même plus la peine de les écouter. Être une énigme n'est pas un jeu ni une stratégie vide. C'est la façon la plus puissante de t'assurer que plus jamais quelqu'un n'aura le contrôle sur toi. C'est la preuve définitive que tu as retrouvé ton pouvoir, que tu n'es plus une marionnette entre les mains de personne. Parce que quand ils ne peuvent plus te déchiffrer, quand ils ne peuvent plus te modeler à leur volonté, quand ils ne savent plus comment te faire entrer dans leur jeu, la seule chose qui leur reste est d'accepter une réalité qu'ils ne supportent pas, qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. 7. Renverse son château de cartes avec un sourire imperturbable. Le pouvoir de ceux qui manipulent n'a jamais été réel, il n'a été qu'un mirage. Ils n'ont pas contrôlé ta vie parce qu'ils sont plus intelligents ou plus forts, mais parce qu'ils t'ont convaincu qu'ils l'étaient. Leur domination ne repose pas sur la vérité, mais sur la perception qu'ils ont construite en leur faveur. Ils jouent avec des mensonges déguisés en faits, avec des distorsions émotionnelles qui te font te sentir coupable pour des choses que tu n'as jamais faites, avec une autorité fausse qui ne tient que parce que toi, sans t'en rendre compte, tu la leur as accordée. Mais voici la vérité qu'ils n'ont jamais voulu que tu découvres. Tout leur pouvoir s'effondre au moment où tu décides de ne plus le reconnaître. Leur contrôle n'a jamais été qu'un château de cartes. Un enchevêtrement fragile de manipulation, de culpabilité et de jeux émotionnels conçus pour te faire croire que tu n'as pas d'issue. Mais une fois que tu comprends la dynamique, une fois que tu te rends compte que le château ne tient debout que parce que tu le soutiens, le jeu change. Tu n'as pas besoin de pousser, tu n'as pas besoin de renverser quoi que ce soit avec violence. Tu as juste besoin de lâcher prise, de faire un pas en arrière et de regarder comment tout s'effondre de lui-même. Les manipulateurs ont besoin que tu crois en leur autorité,
Ils ont besoin que tu penses qu'ils en savent plus que toi, qu'ils ont le contrôle de la situation, qu'ils sont d'une certaine manière toujours un pas en avant. Mais la vérité est qu'ils dépendent plus de toi que tu ne dépendes d'eux. Leur sécurité, leur sentiment d'importance, leur fausse sensation de pouvoir, tout est construit sur la manière dont les autres réagissent à eux. Sans public, il n'y a pas de spectacle. Sans personne pour leur répondre, il n'y a pas de conflit. Et sans conflit, leur existence perd tout sens. Le pire que tu peux faire à quelqu'un qui se nourrit du contrôle n'est pas de te battre, ni d'essayer de les exposer. Le pire que tu peux leur faire est de leur montrer, sans dire un seul mot, qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Pas avec de la colère, pas avec de la vengeance, mais avec quelque chose de bien plus dévastateur pour leur ego. Un calme inébranlable. Quand un manipulateur lance son venin, il attend une réaction. Il attend que tu te défendes, que tu tombes dans le piège de te justifier. Il espère te voir pris dans son filet, répondant comme tu l'as toujours fait. Mais quand à la place il reçoit seulement un regard serein, un sourire léger et une présence qui ne s'émeut pas, quelque chose en lui commence à se briser. Car ce calme lui crie une vérité qu'il ne peut supporter. Il n'a plus de contrôle sur toi. Et c'est là que son château de cartes commence à vaciller. D'abord, ils essaieront de récupérer la dynamique, redoublant d'efforts pour te provoquer. Ils chercheront de nouvelles façons de te piéger, augmenteront l'intensité de leurs paroles, essaieront de te faire douter à nouveau. Mais si tu restes ferme, si tu continues à répondre avec une tranquillité qu'ils ne peuvent traverser, tôt ou tard, leur masque commencera à s'effriter. Non pas parce que tu les as attaqués, non pas parce que tu as essayé de les battre à leur propre jeu, mais parce que tu les as laissés sans rôle à jouer. Les manipulateurs ont besoin d'une narration dans laquelle ils sont toujours les protagonistes. Parfois, ils jouent le rôle du méchant, parfois celui de la victime, mais ils ont toujours besoin d'être au centre de l'histoire. Si tu les affrontes avec haine, ils deviennent la victime. Si tu les défies directement, ils prennent le rôle du méchant avec fierté. Mais si tu les observes simplement avec une sérénité absolue, sans leur donner un iota de ce qu'ils cherchent, leur histoire reste sans scénario. Et c'est là qu'ils s'effondrent. Tu n'as pas besoin de hausser la voix, tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de leur faire comprendre. Tu as juste besoin d'exister dans un état où leur présence ne t'affecte plus, où leur manipulation n'a plus de pouvoir, où leurs paroles ne sont guère plus qu'un écho lointain sans impact sur ta vie. C'est la plus grande victoire que tu peux avoir sur eux, non pas leur montrer qu'ils ont perdu, mais leur faire sentir qu'il n'importe plus s'ils gagnent ou perdent, parce que leur jeu a cessé d'avoir un sens pour toi. Quand ils se rendront compte de cela, ils essaieront de s'éloigner d'eux-mêmes, non pas parce qu'ils veulent te lâcher, mais parce qu'ils ne peuvent pas se maintenir dans un espace où ils n'ont plus de pouvoir. Et quand ce moment viendra, tu n'auras même pas besoin de leur dire au revoir, parce que le simple fait que tu continues à avancer sans regarder en arrière sera le rappel le plus cruel de tous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Certaines personnes pensent que la dignité se perd d'un coup. Mais non, elle se perd dans les petites concessions quotidiennes. Chaque fois que tu dis oui quand tu voulais dire non. Chaque silence que tu avales pour éviter un conflit. Chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites juste pour ne pas déranger. Et le plus dangereux, c'est que tu t'y habitues, jusqu'à ce qu'un jour, tu ne te souviennes plus comment c'était de fixer des limites. Si tu ne veux pas entendre ça, tu peux partir maintenant. Mais si tu es fatigué de te faire petit pour rentrer dans des endroits qui n'ont pas été faits pour toi, alors reste. Parce que ce qui suit n'est pas un discours gentil, ni un message d'auto-assistance superficielle. C'est un rappel brutal. Ton respect de toi-même se construit ou se détruit avec chaque décision que tu prends. Et tu ne le récupères pas avec de jolis mots, ni avec des promesses. Tu le récupères avec des actions fermes, répétées, silencieuses, qui envoient un message clair au monde. Avec moi, on ne franchit pas la ligne.
Ici, tu ne trouveras pas de trucs rapides ni de phrases de motivation à coller sur le mur. Tu vas entendre des principes stoïciens que tu peux appliquer aujourd'hui dans la vie réelle pour arrêter de vivre en cherchant l'approbation et commencer à vivre avec le type de force qui n'a pas besoin de crier. Si tu décides de rester, tu vas apprendre comment maintenir ta dignité même quand tout autour de toi veut te l'enlever. 1. Fais de ton jugement ta plus grande source d'approbation. Un arbre qui pousse au milieu d'une forêt n'a pas besoin de l'approbation des autres arbres pour s'étirer vers le ciel. Il ne demande pas si c'est bien de fleurir, ni ne demande la permission d'étendre ses racines. Il grandit simplement, solide, nourri par ce qu'il porte en lui et par ce qu'il reçoit de la terre qui le soutient. Ta vie devrait être ainsi, une force qui s'étend à partir de ton propre jugement, sans dépendre des applaudissements de personne pour se valider. Le problème est que beaucoup vivent comme des feuilles emportées par le vent, se déplaçant dans la direction que dictent les opinions des autres. Ils changent leur façon de penser en fonction de qui les regarde, ajustent leurs paroles pour ne pas déranger et modèlent leurs actions pour recevoir l'acceptation qu'ils croient nécessaire. Mais la vérité est que lorsque ta valeur dépend des autres, tu deviens prisonnier de leur jugement et esclave de leurs attentes. Et c'est un prix trop élevé. Les stoïciens le comprenaient bien. Épictète disait que la liberté commence lorsque tu cesses de vivre pour l'opinion des autres. Et il ne parlait pas de devenir indifférent à tout ce qui t'entoure, mais de comprendre que ton jugement interne doit être le juge final de tes décisions. Quand tu apprends à te guider parce que tu crois juste et non parce que tu crois qu'il sera approuvé, tu récupères un pouvoir que tu n'aurais jamais dû céder. Faire de ton jugement ta plus grande source d'approbation signifie avoir le courage de soutenir une idée même si elle n'est pas populaire, et la sagesse de la changer seulement si tes principes le dictent, pas parce que quelqu'un te met la pression. Cela signifie apprendre à écouter les conseils et les opinions, mais sans permettre qu'ils remplacent ta propre pensée. Ce n'est pas te fermer au monde, c'est filtrer ce qui entre pour que rien ne contamine ta vérité. Le pratiquer au quotidien demande de la fermeté. Cela implique de dire non à ce qui contredit tes valeurs, même si on te traite de difficile. Cela signifie ne pas suivre les tendances juste pour s'intégrer, ne pas adopter des croyances sans les mettre à l'épreuve et ne pas changer de cap chaque fois que quelqu'un critique ton chemin. C'est décider que ta boussole intérieure est plus fiable que n'importe quelle voie externe, même si cela signifie marcher seul pendant un moment. Il ne s'agit pas de fierté vide, ni de croire que tu as toujours raison. Il s'agit de comprendre que la seule approbation indispensable est la tienne. Si à la fin de la journée tu peux te regarder dans le miroir et savoir que tu as agi avec cohérence, alors tu as fait ce qu'il fallait, même si personne ne te le reconnaît. Parce que les applaudissements s'éteignent vite, mais la paix d'être en accord avec toi-même persiste. Quand ton jugement est ton pilier, les critiques cessent de t'abattre et les éloges cessent de te contrôler. Tu écoutes les deux, mais aucune ne définit ta valeur. Tu vis avec la tranquillité de savoir que tes pas ne dépendent pas de qui te regarde, mais de qui tu es en essence. Et c'est le genre de force silencieuse que le monde respecte, même s'il ne l'admet pas. Rappelle-toi, un arbre qui cherche constamment à ce que les autres lui disent ou grandir n'atteindra jamais le ciel. Grandis à partir de ta racine, renforce-toi avec ta propre lumière et ne demande pas la permission d'être qui tu es. Parce que la véritable approbation ne vient pas de l'extérieur, mais du jugement ferme et honnête que tu fais de toi-même. 2. Défends tes limites sans demander la permission. Les invasions les plus dangereuses ne sont pas annoncées par des coups à la porte. Elles arrivent déguisées en gestes aimables, en faveurs qui semblent innocentes ou en demandes qui ne te coûteront rien à accorder. Et ainsi, pas à pas, ce qui est à toi commence à se réduire. Ton temps, ton énergie, ta tranquillité, tout s'érode lorsque tu acceptes de petites violations de tes limites pour ne pas déranger les autres. Le pire, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte de cette usure jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Défendre tes limites n'est pas un acte d'arrogance ni une preuve de froideur. C'est un engagement envers toi-même.
Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi, car les gens pousseront jusqu'où tu le leur permets. Et si tu ne marques pas clairement où se trouve la ligne, cette ligne cessera d'exister. Il ne s'agit pas d'être sur la défensive tout le temps, mais d'avoir un terrain clair et ferme où ta dignité n'est pas négociable. Les stoïciens n'utilisaient pas le mot « limite » tel que nous le comprenons aujourd'hui, mais le concept était profondément enraciné dans leur philosophie. Marc Aurèle écrivait que nous ne devons pas permettre à l'extérieur de nuire à l'intérieur. Cette phrase résume l'essence de la protection de tes limites. Ton esprit, ta paix et ta valeur ne sont pas à vendre. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de te marcher dessus, c'est comme ouvrir les portes de ta forteresse en pleine tempête, laissant la pluie et le vent détruire ce que tu as mis tant de temps à construire. Défendre tes limites sans demander la permission signifie agir avec clarté et sans justification inutile. Tu n'as pas besoin d'élaborer un discours pour expliquer pourquoi tu ne participes pas à une réunion qui t'épuise, ou pourquoi tu ne participes pas à une conversation qui ne t'apporte rien. Un non ferme suffit. Demander la permission de protéger ta dignité, c'est comme donner la clé de ta maison et ensuite supplier qu'on ne te la vide pas. En pratique, cela implique d'identifier ce qui nuit à ton bien-être et d'agir sans hésitation pour le tenir à l'écart. Cela signifie cesser d'accepter des blagues qui franchissent la ligne, de ne pas permettre que ton temps soit absorbé par des engagements que tu n'as pas choisis et de couper les relations qui ignorent systématiquement tes valeurs. Ce n'est pas facile, car cela implique de faire face au rejet, aux critiques ou même à la solitude temporaire. Mais chaque fois que tu le fais, tu renforces l'idée que ta valeur n'est pas à vendre. L'erreur la plus courante est de penser que défendre une limite implique de confronter avec agressivité ou de hausser la voix pour imposer le respect. Mais la véritable force n'a pas besoin de crier. Elle se manifeste dans le calme de celui qui sait que sa décision ne dépend pas de l'approbation des autres. C'est un jusqu'ici dit avec sérénité, mais avec la certitude qu'il n'y aura pas de recul. Cette fermeté silencieuse est beaucoup plus puissante que n'importe quel discours. Rappelle-toi que tes limites ne sont pas là pour être confortables pour les autres, elles sont là pour te protéger. Si tu les modifies chaque fois que quelqu'un est dérangé, tu te retrouveras sur un terrain qui ne t'appartient pas, en respectant des règles qui ne sont pas les tiennes et en assumant des responsabilités que tu n'as pas décidé de prendre. Récupérer cet espace perdu est toujours plus difficile que de le défendre dès le début. Défendre tes limites sans demander la permission, c'est envoyer un message clair, non seulement au monde, mais aussi à toi-même. Ta dignité n'est pas négociable. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu supportes, mais à ce que tu es capable de protéger. Et si tu ne décides pas où se termine ton espace, d'autres le feront pour toi. Et quand cela arrivera, ce sera selon leurs conditions, pas les tiennes. 3. Apprends à dire non fermement et sans culpabilité. Les phares restent allumés même dans la pire des tempêtes. Ils ne réduisent pas leur lumière pour plaire aux bateaux qui naviguent à proximité, ni ne l'éteignent par peur de déranger. Leur but est clair, marquer une limite, avertir du danger et guider fermement. Ton non doit être ainsi, visible, direct et libre de culpabilité. Un signal qui protège ce qui est à toi et qui n'a pas besoin de justification pour exister. Le problème est que beaucoup de gens traitent le mot « non » comme s'il s'agissait d'une arme dangereuse, quelque chose qui ne doit être utilisé que dans des cas extrêmes. Ils pensent que le dire peut offenser, créer de la distance ou provoquer le rejet. Par peur de déranger, ils ont recours à des réponses ambiguës, des promesses vides ou des silences gênants qui finissent par se transformer en engagements non désirés. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'à chaque fois qu'ils acceptent quelque chose qu'ils ne veulent pas, ils renoncent à une partie de leur propre respect. La philosophie stoïcienne enseigne que la vertu consiste à agir en accord avec ce qui est juste, pas avec ce qui est le plus confortable. Épictète avertissait que celui qui essaie de plaire à tout le monde finit par perdre le contrôle de sa vie. Dire non lorsque quelque chose menace ton bien-être ou contredit tes valeurs
n'est pas un acte d'égoïsme, mais de cohérence. C'est déclarer que ton temps, ton énergie et ta paix ne sont pas disponibles pour tout et pour tous. Dire non fermement signifie le prononcer sans hésitation, sans l'adoucir avec des phrases qui l'atténuent et sans ouvrir la porte à la négociation. Des phrases comme « peut-être »,« je vais y réfléchir » ou « peut-être plus tard » n'invitent qu'à l'insistance. Un non clair est une limite, et une limite claire est difficile à franchir. Lorsque tu le dis avec assurance, celui qui l'entend comprend qu'il n'y aura pas de changement de position. En pratique, cela implique de refuser des engagements qui ne correspondent pas à tes priorités, de mettre fin à des relations qui drainent ton énergie et d'éviter des responsabilités qui t'éloignent de tes objectifs. Parfois, ce sera un non à une proposition tentante, mais incompatible avec tes principes. D'autres fois, à une personne proche qui essaie de te manipuler. Dans les deux cas, le maintenir sans culpabilité est essentiel, car la culpabilité est l'outil que beaucoup utilisent pour affaiblir tes décisions. L'une des erreurs les plus courantes est de ressentir le besoin de justifier excessivement ton non. Plus tu donnes d'explications, plus tu offres d'opportunités pour qu'on essaie de te convaincre du contraire. Si ta décision est ferme, tu n'as pas besoin de l'embellir. Un simple « non, merci » ou « je ne peux pas le faire » suffit. La clarté transmet la force, et la force génère le respect. Les stoïciens rappelaient que tu ne peux pas contrôler comment les autres réagissent, mais tu peux décider si tu trahis ou non tes principes pour éviter leur inconfort. Cela signifie que ton devoir n'est pas d'éviter que les autres se fâchent, mais de rester fidèle à ce que tu sais être juste pour toi. Un non bien dit est un acte d'autodéfense et un rappel que ta vie n'est pas ouverte à tous ceux qui veulent l'envahir. Avec le temps, tu découvriras qu'un non ferme ouvre de l'espace pour tes véritables oui. Lorsque tu apprends à le dire, tu cesses de vivre submergé par des engagements étrangers et tu commences à remplir tes journées avec des activités, des personnes et des décisions qui ajoutent vraiment à ta vie. Le non ne ferme pas de portes précieuses. Il ferme celles qui mènent à des endroits où tu ne devrais pas entrer. Souviens-toi toujours de cette image. Le phare n'éteint pas sa lumière pour rassurer les bateaux qui sont mal à l'aise avec sa brillance. Tu ne devrais pas non plus éteindre ton non pour apaiser ceux qui veulent franchir tes limites. Chaque fois que tu le fais, tu perds du terrain. Et récupérer ce territoire coûte beaucoup plus cher que de l'avoir défendu dès le départ. Et 4. Éloigne de ta vie ceux qui ne respectent pas ta dignité. Le feu ne s'éteint pas seulement à cause du froid de l'hiver, mais il peut s'éteindre si tu l'entoures d'un vent constant qui lui vole sa chaleur. De la même manière, ta dignité ne se perd pas uniquement à cause de tes propres erreurs, mais en permettant à certaines personnes de rester trop près, drainant ta valeur avec des gestes, des mots et des attitudes qui, petit à petit, te font oublier qui tu es. Garder dans ta vie ceux qui ne respectent pas ta dignité, c'est comme laisser quelqu'un peindre sur un tableau que tu as mis des années à créer. Au début, cela semble être une petite tâche, quelque chose que tu pourrais ignorer. Mais avec le temps, les coups de pinceau des autres finissent par effacer ton œuvre originale. Et le plus douloureux, c'est que dans de nombreux cas, c'est toi qui leur donnes le pinceau. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons décider qui et quoi a accès à notre espace vital. Marc Aurèle parlait de l'importance de préserver la force intérieure et de ne pas permettre à l'étranger de détruire ce qui est à nous. Si quelqu'un ne respecte pas tes limites, ignore tes principes ou te traite avec moins de valeur que tu ne le mérites, lui laisser une place dans ta vie, c'est accepter son manque de respect comme quelque chose de tolérable. Éloigner ceux qui ne respectent pas ta dignité ne signifie pas toujours une confrontation ouverte ou une rupture dramatique. Souvent, c'est un processus silencieux. Réduire le contact, arrêter de partager des informations personnelles, éviter des espaces où cette personne pourrait influencer tes décisions. C'est construire une distance, non pas par vengeance, mais par respect de soi.
En pratique, cela peut inclure la fin de relations qui te font toujours te sentir petit, t'éloigner d'amitiés qui utilisent le sarcasme comme un déguisement pour t'humilier ou laisser derrière toi des liens professionnels où ton effort est ignoré ou déprécié. Ce n'est pas un acte impulsif, c'est une décision consciente basée sur des preuves répétées que ta valeur n'est pas reconnue. L'un des plus grands obstacles est la peur de la solitude ou des critiques. Beaucoup de gens tolèrent des manques de respect constants simplement par peur d'être seuls ou d'être vus comme orgueilleux. Mais le prix à payer pour garder quelqu'un qui ne respecte pas ta dignité est bien plus élevé que celui de perdre sa présence. La solitude peut être temporaire et constructive. La perte de respect de soi, en revanche, laisse des cicatrices profondes. Les stoïciens pratiquaient le détachement de ce qui ne contribuait pas à leur vertu. Cela ne signifie pas la froideur, mais la sagesse de comprendre que toutes les personnes ne méritent pas une place dans ta vie. S'accrocher à ceux qui te font du mal est une forme d'autopunition. Les lâcher est un acte d'auto-soin. Éloigner celui qui ne respecte pas ta dignité, c'est aussi envoyer un message clair au reste du monde, que tes limites ne sont pas décoratives et que ta valeur n'est pas négociable. Il ne s'agit pas de punir, mais de choisir consciemment qui mérite d'accéder à ton énergie. Les personnes qui te valorisent vraiment ne sentiront pas que la distance est une attaque, mais une conséquence naturelle de ne pas avoir pris soin de l'espace que tu leur as donné. Avec le temps, tu remarqueras que ton environnement commence à changer. Les relations qui restent seront plus authentiques et nourrissantes, et tu auras plus d'énergie à consacrer à ce qui compte vraiment. Le respect de soi attire le respect des autres, et éloigner ce qui le blesse est la première pierre de cette construction. Rappelle-toi, le feu se nourrit avec soin et se protège du vent qui l'éteint. Ta dignité est ce feu, ne l'expose pas à des courants qui l'épuisent. 5. Brise le silence quand quelque chose te dérange. La pression à l'intérieur d'une marmite fermée ne disparaît pas en l'ignorant. Au contraire, elle augmente en silence jusqu'à ce que le moment de l'explosion soit inévitable. Il en va de même pour les désagréments que tu tais. Ils s'accumulent, grandissent et finissent par sortir d'une manière beaucoup plus destructrice que si tu les avais affrontés à temps. Garder le silence sur ce qui te dérange semble, au début, un acte de prudence. Tu penses ainsi éviter les disputes, que tout se calmera de lui-même ou que l'autre devrait déjà s'en rendre compte. Mais la réalité est que ce qui n'est pas dit ne se dissout pas, il s'enquiste. Chaque fois que tu gardes le silence face à quelque chose qui te blesse, tu envoies un message implicite « Cela me convient ». Et la plupart des gens, ne rencontrant pas de résistance, répéteront le même comportement. La philosophie stoïcienne ne repose pas sur la répression des émotions, mais sur leur gestion avec clarté et raison. Épictète enseignait que nous ne devons pas permettre à ce qui est hors de notre contrôle de gouverner notre esprit. Mais cela ne signifie pas supporter ce qui va à l'encontre de nos valeurs. Briser le silence quand quelque chose te dérange est une façon de te protéger, pas de perdre le contrôle. T'exprimer ne signifie pas crier, ni réagir de manière impulsive. Cela signifie communiquer calmement et fermement ce que tu n'es pas prêt à accepter. Cela signifie regarder dans les yeux et dire « Ceci n'est pas bon pour moi » sans fioriture ni détour. L'objectif n'est pas d'humilier ni d'attaquer, mais de rendre clair que ta dignité n'est pas négociable. En pratique, cela peut être aussi simple que de corriger quelqu'un qui fait un commentaire irrespectueux, de refuser des tâches qui te sont imposées sans te consulter ou de dire à une personne proche que certaines attitudes te blessent. L'important est de ne pas permettre que la peur de déranger devienne une excuse pour tolérer l'intolérable. L'un des plus grands obstacles à la parole est la peur de la réaction de l'autre. Nous craignons qu'il se sente offensé, qu'il s'éloigne ou qu'il nous étiquette comme conflictuels. Cependant, garder le silence pour préserver une fausse paix est te trahir toi-même. La vraie paix ne vient pas d'éviter les problèmes, mais de savoir que tu peux les affronter sans perdre ton intégrité. Les stoïciens pratiquaient le courage comme une vertu essentielle. Et le courage n'est pas toujours de se battre dans des batailles visibles.
Parfois, c'est avoir le courage de dire ce qui dérange, même si ta voix tremble. L'inconfort momentané de parler est minime comparé à l'usure silencieuse de garder le silence sur ce qui compte. Briser le silence est aussi une façon d'établir des limites claires. Les gens ne peuvent pas toujours deviner ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas. Si tu ne le communiques pas, tu laisses de la place à des suppositions, et ces suppositions seront rarement alignées avec tes valeurs. T'exprimer à temps est comme renforcer une muraille avant que quelqu'un n'essaie de la démolir. Avec le temps, tu découvriras que parler fermement renforce tes relations plus que le silence. Celui qui te respecte appréciera ta clarté et adaptera son comportement. Celui qui ne le fait pas montrera qu'il ne mérite pas une place proche dans ta vie. Dans les deux cas, tu gagneras quelque chose. Plus de respect ou plus d'espace pour toi-même. Rappelle-toi, la marmite qui libère la pression de manière contrôlée n'explose jamais. Ta voix est cette soupape. Ne laisse pas la peur de déranger te transformer en spectateur passif de ta propre vie. Si quelque chose te dérange, dis-le, non pas comme une attaque, mais comme une affirmation de ta valeur. 6. Maintiens ta position même s'ils essaient de te minimiser. Chaque fois que tu cèdes ta position pour que les autres se sentent plus à l'aise, une partie de toi se rétrécit. Cela ne se produit pas d'un coup, mais par petites renonciations, une opinion que tu tais, une conviction que tu adoucis, une décision que tu modifies juste pour éviter des regards gênants. C'est ainsi que beaucoup de personnes finissent par vivre avec une version réduite d'elles-mêmes, façonnée par les attentes et les jugements des autres. Ceux qui essaient de te minimiser ne le font pas toujours par des attaques frontales. Parfois, ils le font avec des commentaires enveloppés d'humour, avec des éloges tièdes qui contiennent un poison caché ou avec des gestes qui semblent inoffensifs, mais qui cherchent à affaiblir ta confiance. Si tu n'en es pas conscient, ces micro-agressions commencent à te faire douter de ta propre valeur, jusqu'à ce qu'un jour, tu te découvres en train de demander la permission d'être toi-même. Le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans le maintien du contrôle sur ton esprit et tes décisions. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Maintenir ta position signifie ne pas permettre que l'opinion ou l'attitude des autres altère la fermeté de tes principes. Ce n'est pas de la rigidité inflexible, c'est de la cohérence inébranlable. En pratique, cela implique de suivre ton plan même si d'autres le sous-estiment, de maintenir tes valeurs même si elles sont impopulaires et de ne pas changer de cap simplement parce que quelqu'un le ridiculise. Cela signifie écouter les critiques avec un esprit ouvert, mais filtrer avec discernement ce qui apporte vraiment quelque chose et rejeter ce qui cherche seulement à te diminuer. Beaucoup craignent de maintenir leur position parce qu'ils confondent fermeté avec arrogance. Mais la différence est claire. L'arrogance cherche à s'imposer, la fermeté cherche à se maintenir. Défendre ce que tu crois ne nécessite pas de dénigrer qui que ce soit, seulement de faire comprendre que ta voix ne se tait pas par convenance pour les autres. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de minimiser ce que tu fais ou ce que tu es sans répondre, tu lui apprends comment te traiter. Il ne s'agit pas de réagir avec colère, mais de faire comprendre, avec calme et assurance, que ta valeur n'est pas en débat. C'est la force silencieuse qui a le plus d'impact, celle qui n'a pas besoin de hausser la voix, mais qui ne recule pas non plus. Les stoïciens savaient qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres pensent ou disent, mais on peut contrôler comment on y répond. Et répondre avec une constance ferme entraîne non seulement ton caractère, mais aussi la perception que les autres ont de toi. Avec le temps, ceux qui essaient de te minimiser comprendront que cela ne sert à rien, car il n'y a pas de faille dans ta position qu'ils peuvent exploiter. Défendre ta position n'est pas un acte ponctuel, c'est une habitude quotidienne. Dans chaque décision, dans chaque conversation et dans chaque choix de où tu mets ton énergie, tu dis si tu te maintiens ou si tu te réduis. Au début, cela coûtera, surtout si tu as vécu en cédant pour éviter les frictions. Mais chaque fois que tu choisis de rester ferme, ton respect de toi-même se renforce. Rappelle-toi,
celui qui reste debout pendant que les autres essaient de le pousser vers le bas ne conserve pas seulement sa hauteur, mais inspire aussi les autres à se redresser. Ne réduis pas ta lumière pour t'adapter à des espaces qui ont été faits pour les ombres. Maintiens ta position avec la certitude que ta valeur ne dépend pas du fait que tout le monde la reconnaisse, mais du fait que tu ne l'oublies pas. 7. Vis ta vie guidée par tes principes, pas par l'approbation. Les boussoles ne changent pas leur nord pour plaire à ceux qui les consultent. Elles indiquent la direction avec précision, peu importe si celui qui les observe aime ou non le cap qu'elles indiquent. C'est ainsi que tes principes doivent fonctionner. Comme un guide stable qui ne dévie pas pour gagner des applaudissements, mais qui reste fidèle à ce que tu considères comme correct, même lorsque le chemin est solitaire. Quand tu vis en cherchant l'approbation, tu deviens un voyageur qui change de route chaque fois que quelqu'un donne son avis depuis la rive. Aujourd'hui, tu avances dans une direction parce que tu reçois des éloges. Demain, tu fais demi-tour parce que quelqu'un critique ta décision. Le problème est qu'en allant et venant, tu finis sans destination propre, marchant plus pour plaire que pour arriver à un endroit qui est vraiment à toi. La philosophie stoïcienne enseigne que la vie doit être conduite par la vertu, pas par l'opinion publique. Marc Aurèle écrivait que le but n'est pas de plaire à la foule, mais de vivre de manière à pouvoir te respecter toi-même. Te guider par tes principes ne signifie pas te fermer à l'écoute, mais filtrer ce que tu reçois et décider calmement ce qui correspond à ta boussole interne et ce qui ne correspond pas. En pratique, vivre guidé par des principes signifie prendre des décisions qui tiennent même lorsqu'elles ne sont pas populaires. Cela implique de rejeter des opportunités qui compromettent tes valeurs, même si cela signifie perdre une approbation immédiate. Cela signifie aussi que tes actions sont cohérentes, non pas parce que tu cherches la reconnaissance, mais parce qu'elles sont alignées avec un code interne qui ne change pas en fonction de l'audience. Le risque de vivre pour l'approbation est que celle-ci n'est jamais stable. Ce qui aujourd'hui te donne des éloges peut demain apporter des critiques. Et si ta direction dépend de ces fluctuations, tu vivras dans un état constant d'insécurité. Lorsque tes principes sont ton guide, les vagues externes peuvent se déchaîner, mais ton cap reste clair. Beaucoup confondent les principes avec l'obstination. L'obstination est de s'accrocher à une idée sans l'évaluer. Vivre par des principes est de soutenir ce qui a été examiné, testé et jugé digne d'être maintenu. La différence réside dans la réflexion. Un principe est forgé avec expérience, analyse et conscience, et c'est pourquoi il résiste à la pression externe. Les stoïciens comprenaient qu'une vie vertueuse ne dépend pas de combien t'approuves, mais de combien tu es capable de vivre en cohérence avec toi-même. Épictète disait que celui qui veut plaire à tous finit par être l'esclave de nombreux maîtres. Te libérer de cet esclavage nécessite de la clarté, savoir ce qui est non négociable pour toi et avoir le courage d'agir en conséquence. Cela ne signifie pas vivre en isolement émotionnel ou ignorer complètement les opinions des autres. Cela signifie que, même si tu écoutes et prends en compte ce qu'on te dit, ta décision finale passe toujours par le filtre de tes principes. Si quelque chose les contredit, tu le rejettes, même si la majorité l'applaudit. Avec le temps, vivre de cette manière génère une paix difficile à décrire. Non pas parce que tout est plus facile, mais parce que tu ne gaspilles plus d'énergie à te mouler à chaque attente étrangère. Tu découvres que le respect de soi vaut plus que n'importe quelle approbation éphémère et que la cohérence dans tes actes construit une réputation plus solide que n'importe quel compliment. Souviens-toi, la boussole ne demande pas où les autres veulent aller avant de marquer son nord. Tu ne devrais pas non plus modifier ta direction pour plaire. Reste fidèle à tes principes, même si cela signifie marcher seul pendant un moment. Parce qu'à la fin, il vaut mieux arriver à ta destination par tes propres convictions. 8. Estime-toi et aime toi-même dans ta forme imparfaite. Les diamants ne perdent pas leur valeur à cause d'une imperfection. Au contraire, ces marques uniques racontent leur histoire et les distinguent de tous les autres. De la même manière, tes cicatrices, erreurs et moments de chute ne diminuent pas ta valeur. Elles font partie de ce que tu es et de la force que tu as construite pour arriver jusqu'ici.
Cependant, nous vivons dans un monde qui insiste pour nous mesurer à des standards impossibles, espérant que nous nous insérions dans des moules qui effacent notre authenticité. Beaucoup finissent par croire qu'ils ne sont pas suffisants jusqu'à ce qu'ils répondent à une liste interminable de critères externes. Et pendant qu'ils poursuivent cette perfection inventée, ils oublient de reconnaître leur propre valeur dans le présent. La philosophie stoïcienne ne cherche pas à éliminer les imperfections, mais à les accepter comme faisant partie de la nature humaine. Marc Aurèle écrivait que nous devons aimer notre destin avec tout ce qu'il comprend, car lui résister ne génère que de la souffrance. T'aimer dans ta forme imparfaite ne signifie pas arrêter de t'améliorer, mais arrêter de te punir pour ne pas être une image idéalisée qui n'existe que dans l'esprit des autres. En pratique, cela implique de te traiter avec la même compassion que tu aurais envers quelqu'un que tu aimes. Cela signifie ne pas répéter dans ton esprit les critiques que d'autres t'ont faites et ne pas réduire ta valeur aux erreurs que tu as commises. C'est comprendre que tu peux travailler sur toi-même tout en te reconnaissant digne de respect et d'amour aujourd'hui, non seulement quand tu changeras ou quand tu accompliras plus. T'estimer même dans ton imperfection te libère également de la dépendance à la validation externe. Lorsque tu reconnais ta propre valeur, les jugements des autres perdent de leur pouvoir. Les critiques constructives peuvent t'aider à grandir, mais les critiques destructrices ne définissent plus ton estime de toi. Ta base devient interne, solide, inébranlable. Le risque de ne pas pratiquer ce principe est de vivre dans une attente constante. Attendre d'être plus réussi, plus attirant, plus parfait pour te donner la permission de te sentir précieux. Mais le temps passe, et si tu ne le décides pas maintenant, tu trouveras toujours une excuse pour le reporter. La réalité est qu'il n'y aura jamais un moment où tout sera impeccable. Si tu n'apprends pas à t'aimer au milieu de l'imperfection, tu ne le feras pas non plus quand les choses sembleront parfaites, car tu trouveras toujours un nouveau défaut à traiter. Les stoïciens comprenaient que accepter la nature humaine, c'est accepter que nous sommes un ensemble de vertus et de défauts, de réussites et d'erreurs. Tu n'es pas moins digne parce que tu te trompes. Tu es humain, et si tu t'estimes même dans ces moments-là, tu multiplies ta force pour te relever et continuer. Pour appliquer cela, tu peux commencer par reconnaître tes réussites, aussi petites soient-elles. Tu peux écrire ce que tu admires en toi, non pas comme un exercice d'ego, mais comme un rappel de ta valeur réelle. Tu peux aussi arrêter de te comparer aux autres, en comprenant que leurs chemins et circonstances sont différents. La comparaison constante est un piège qui vole ta paix et déforme ta perception de toi-même. T'aimer dans ta forme imparfaite n'est pas du conformisme. C'est construire à partir d'un lieu de respect de soi, et non à partir de l'auto-exigence toxique. C'est te dire « je suis suffisant maintenant et je peux aussi m'améliorer ». Cet équilibre est celui qui te permet de grandir sans te détruire dans le processus. Souviens-toi, le diamant ne cesse pas de briller parce qu'il a une marque unique. Toi non plus, ne cesse pas de briller à cause des parties de toi qui sont encore en cours. Parce que la vraie valeur ne vient pas de correspondre à l'image que les autres attendent, mais de te reconnaître comme précieux sans condition. C'est la force la plus difficile à briser et la conclusion parfaite pour tout chemin de dignité et de respect de soi. T'aimer tel que tu es, même pendant que tu te construis. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.